Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Station B sur le site de la station www.lastationb.fr ou sur le DAB+. C'est l'heure de votre émission préférée, l'Obsédé textuel. Je m'appelle Alain David et aujourd'hui à la technique, je salue Karine. Alors l'Obsédé textuel, c'est une émission mensuelle, mais qui est diffusée tous les samedis à midi pile. Et donc cette émission met en scène un auteur ou une autrice, normande, et un livre publié cette année ou à paraître. Alors chères auditrices, chers auditeurs, laissez-moi vous souhaiter une très belle année 2025, des rencontres, de l'amitié, de l'amour et bien sûr des livres. Aujourd'hui, pour notre 3e numéro, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Brigitte Vivien pour son roman Dame et damnation, que j'avais envie de dire en anglais presque damnation pour que ça aille avec dame, et qui paraîtra très bientôt, mais Brigitte nous en parlera, aux éditions Encre Rouge. Bonjour Brigitte. Bonjour Alain et bonjour à tous. Alors merci Brigitte, je te présente rapidement aux auditeurs et tu compléteras ton portrait si tu le souhaites. Donc tu es née à Bayeux, je ne donnerai pas la date, ça reste confidentiel. Oui, et tu habites d'ailleurs toujours dans le Bessin. C'est exact, j'habite précisément sur la côte normande qui m'inspire beaucoup, donc proche de la mer parce que je ne pourrais pas m'en passer. D'accord. Et la mer, peut-être, ne pourrait pas se passer de toi, qui sait ? Ah, qui sait oui, c'est une belle image. Alors, Brigitte, tu as suivi des études aux Beaux-Arts, à l'École des Beaux-Arts de Caen, ainsi qu'aux Émaux de Limoges. Oui, donc j'ai eu une formation aux Émaux de Limoges et j'ai fait des études de lettres également à l'Université de Caen. Et ensuite, tu as enseigné les arts plastiques. Oui, alors j'ai enseigné dans un premier temps le français, les lettres, et ensuite j'ai été professeur certifié donc en arts plastiques. Voilà, j'ai enseigné jusqu'à ma retraite. Très bien. Et justement, parallèlement à l'écriture, ce qui t'amène ici, eh bien, tu mènes aussi une carrière, on peut dire, d'artiste graphique, peintre. Oui, tout à fait. Je fais partie des artistes en Normandie et plus récemment des artistes indépendants également. D'accord. Et on peut voir tes œuvres, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais tes peintures dans des expositions. Oui, tous les ans, je participe à des salons de peinture, à des biennales. Voilà, donc on pourra effectivement en parler un peu plus. Tout à fait. Alors, tu as écrit, Brigitte, de nombreux ouvrages, notamment dans la collection des 12 salles polars. Est-ce que tu peux présenter les 12 salles polars ? Alors, les 12 salles polars, c'est tout un ensemble qui appartient à un collectif d'auteurs. Nous sommes 12, plus notre charmant éditeur avec lequel je travaille depuis le début. Donc, le prochain livre paraîtra en février ou mars, au plus tard. Et j'y participe depuis le premier ouvrage. Donc, j'espère que nous irons jusqu'à 12 ouvrages. Donc, il s'agit d'un recueil de nouvelles, de 12 nouvelles qui sont toutes indépendantes les unes des autres. Et chaque écrivain, qui par ailleurs produit un certain nombre d'ouvrages, pas nécessairement policiers ou noirs d'ailleurs, donc participe à cette collection. On peut appeler ça une collection. Avec cette collection, voilà. Donc aux éditions de La Gronde. Exactement, qui est située à Desmouville. Voilà. Et tu as illustré des livres pour la jeunesse. Bon, en sachant que tu es une artiste graphique. Oui. Tu as aussi donc illustré des livres pour la jeunesse, dont tu as pour certains signé à la fois les textes. Tout à fait. Et les illustrations. Ce qui me permet en général de
comment dirais-je, de rebondir sur la magie, on pourrait parler de l'enfance, qui fait en sorte que je ne sois pas essentiellement dans le secteur noir, le genre policier ou thriller, qui demande énormément de recherche. Ça me permet aussi, d'une certaine manière, d'adhérer au monde de l'enfance, qui ne me quitte pas, j'espère. Non, tu es restée une enfant, hein, Oui, oui, dans ta tête. Dans ma tête. Voilà. Mais je pense que beaucoup d'écrivains restent des enfants. Alors, le roman qu'on présente aujourd'hui, Dame et damnation, n'est pas un roman pour les enfants, mais non. ce n'est pas un roman, ce n'est pas un polar non plus, on ne peut pas vraiment le situer comme ça. Il est paru aux éditions Encre Rouge, que personnellement je ne connaissais pas. Encre Rouge. Donc c'est une petite maison d'édition qui édite un certain nombre d'ouvrages tous les ans, qui appartient donc à Monsieur Israël, André Israël, qui est en Corse, et qui a eu l'heureuse idée d'accepter ce roman, qui paraîtra le 1er février. Voilà, le 1er février 2025. 2025, c'est-à-dire dans peu de temps. Dans quelques semaines. Merci Brigitte. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Dame et damnation. Rien que le titre, hein, voilà, on envisage quelque chose de plutôt noir, enfin voilà, plutôt émouvant, triste et je dirais même tragique parfois, avec des moments d'humour. En fait, ça correspond à la vie. Oui. Mais avant de présenter vraiment le livre, j'ai envie de dire que tout est parti. Voilà, le roman suit en fait l'itinéraire de plusieurs femmes en Normandie, je crois plus exactement dans le Cotentin. Oui, la Manche, c'est le lieu où finalement j'ai situé toutes ces intrigues qui se recoupent autour d'une personne. D'une personne, donc un personnage qui a réellement existé, un personnage historique. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter cette personne ? Alors, il s'agit de Marie-Louise Lampérière, qui était mariée avec Monsieur Giraud. Et cette dame a réellement existé, puisqu'en 1943, alors qu'elle agissait d'une certaine façon, donc le livre la décrit bien entendu à travers tout ce déroulé de toutes ces vies de femmes, et cette personne a été la dernière guillotinée de France en 1943 sous le régime de Vichy. Or, il ne s'agit pas de sa vie précisément que je veux décrire, parce qu'il y a eu un film qui s'appelle Une affaire de femme, qui a été tourné, issu d'un livre qui a été écrit par l'avocat de Marie-Louise Lampérière. Et un film de Claude Chabrol. De Claude Chabrol, exactement. Avec Isabelle Huppert, justement, dans le rôle de Marie-Louise Giraud. Donc, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément, sa vie bien sûr qui est tragique, mais la vie de toutes ces femmes, un certain nombre, je dirais, qui ont eu recours à ces services. Voilà. Donc, pendant cette période. Voilà, alors on va détailler un petit peu, si tu veux bien Brigitte, mais avant de détailler, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi et quelle est la genèse un peu de ce livre ? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire sur, ou autour plutôt de cette personne, de Marie-Louise Giraud ? Il se trouve que j'ai lu donc, le roman, que j'avais vu le film, et je me suis dit, on s'appesantit essentiellement sur ce personnage un peu déroutant, tragique, qui a eu une vie extrêmement passionnée, on pourrait dire passionnante aussi pour des écrivains et des cinéastes. Une vie romanesque. Voilà, une vie romanesque d'une certaine façon. Mais on ne parlait pas de toutes ces femmes. Et or, après études, travail d'archives, recherches nombreuses, je me suis dit, il faut que j'écrive, parce que j'ai pris énormément de notes. J'ai peut-être 1000 pages de notes. J'ai eu des commentaires qui m'ont été faits aussi autour de moi. J'ai fait des recherches auxquelles des jeunes femmes, des femmes plus âgées ont adhéré.
qui ont parlé de leur propre vie, de leur propre expérience à ce sujet. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas faire un livre de témoignages, mais je vais en faire un roman, parce que je suis plutôt romancière. Très bien. Alors, écoute, si je me souviens bien, le film de Claude Chabrol avait donné lieu à des manifestations à la sortie des cinémas à l'époque. Voilà. On espère que ça ne se déroulera pas de la même façon Non, à la pense sortie pas. de ton livre. Non. N'empêche que voilà, le sujet donc est grave, hein, puisqu'il s'agit de la situation des femmes aussi. Avant les années, on va dire, de libération des mœurs. Hein, voilà. Oui. Et alors moi, ce qui m'a dérouté un petit peu et ce qui m'a intéressé aussi, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que le livre n'est pas l'architecture de ton livre est différente de ce qu'on pourrait attendre la plupart du temps. C'est-à-dire que le personnage autour duquel tourne le livre, c'est bien Marie-Louise Giraud, mais comme tu le disais tout à l'heure, elle n'est pas le personnage principal, puisque tu as dessiné ton livre en quelque sorte autour d'elle, et toutes ces femmes qu'on va suivre dans ton livre mènent à cette personne. Mais ce n'est pas Marie-Louise Giraud ce n'est pas sa vie, hein, qui est décrite dans le livre. Toutes ces femmes interfèrent à certains moments, on peut-être se rencontrent. Ça peut être une rencontre dans une rue, donc où elles se croisent sans se connaître, et du coup, je passe d'une personne à une autre, qui vivent et sur plusieurs années, forcément. Oui, ça forme comme une espèce de chaîne, en fait, hein, voilà. Puisqu'on s'aperçoit que, par exemple, la première jeune femme dont on parle dans le roman, c'est une certaine André, hein, qui est enceinte d'un garçon qui s'appelle Raoul. Oui, et qui est... c'est une période avant 1943, bien avant, et une période où, hélas, les jeunes filles pouvaient craindre d'être engrossées, entre guillemets, par un garçon de ferme, laissé pour compte, etc. Donc c'est sa vie que je dépeins, qui a existé. Donc c'est une histoire tragique, une histoire vraie qui s'est soldée par le suicide d'un maire, hein, donc dans la Manche. Donc c'est une vraie histoire, voilà, tragique, comme il y en avait tant malheureusement. Et en parlant de cette chaîne, j'ai pensé aussi au film de Claude Lelouch, avec tous ces personnages qui se croisent, et comme autant de facettes, voilà. Et c'est ce qui m'a conduite à produire donc ce schéma de livre. D'accord, oui. Justement, il se trouve que par l'intermédiaire d'André, on va découvrir Claudette, qui est une amie d'André, et Claudette qui va prendre un peu d'épaisseur quand même dans le livre. Hein, au fur et à mesure. Voilà, c'est un personnage qui va revenir assez récurrent dans le livre. Et donc Claudette, oui, c'est ça, qui est enceinte elle aussi, qui a une petite fille, qui s'appelle Josie. Voilà, Josie elle-même va devenir un maillon de la chaîne, puisqu'elle va grandir, et on va arriver là aux années de l'occupation. Tout à fait. Et alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui lui arrive ? Et donc, je me suis, inspirée de différentes histoires, vraies, et que j'ai bien sûr insérées dans la vie de cette jeune fille, pour parler de la situation des hospices où on pouvait placer aussi bien une jeune fille dépressive qu'un malade mental, qu'une personne âgée. Donc, et de fil en aiguille, hélas, c'est un terme un peu difficile dans ce cas-là, les choses vont s'enchaîner peu à peu. Oui, parce que Josie, on ne va pas raconter le livre, mais Josie a une vie difficile qui va la mener à perdre un petit peu la tête, hein, on va dire. Oui. Hein, voilà. Et alors, est-ce que Josie a réellement existé ?
Non, pas Josie précisément, mais la trace de son histoire, on peut la retrouver à travers plusieurs personnalités, plusieurs personnes qui ont réellement existé. Donc, dans mes archives, j'ai retrouvé trace de son parcours, d'une certaine manière, à travers 3 personnes. D'accord. Voilà. Ça, c'est le travail des écrivains, de jouer avec la réalité pour créer une fiction. Mais quelquefois, la fiction, comme on le sait, dépasse la réalité. Et donc, voilà, mais l'ensemble... alors moi, je ne veux pas dire que c'est un livre purement historique, hein, pas du tout, parce qu'il y a des choses vraies et il y a des choses que mon imagination... Oui. Mais il y a une trame historique, on va dire, derrière. Oui, quoi. tout à fait. Et justement, on est au tout début de la guerre, hein, et le jeune homme qui aime ou qu'aime Josie part justement sur le front. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Mais il revient un peu plus tard. Bon. Enfin, on ne racontera pas. Non. Voilà. Mais alors, quel est le lien de Josie, Claudette, etc., avec cette fameuse Marie-Louise? Hélas, alors... les conditions financières, les conditions économiques, les conditions de la guerre font que la situation des femmes, bien sûr, a été particulièrement pénible pour certaines, d'où une jeune fille aussi qui rencontre après, avec l'occupation allemande à Cherbourg, qui rencontre un officier. Et donc là c'est une histoire vraie que je raconte, d'ailleurs liée d'une certaine manière à des histoires de famille aussi. Voilà, donc dans chacune des familles françaises, pendant l'occupation, c'était pas aussi simple que ça, c'était pas tout noir, tout blanc. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on faisait avec l'occupant. C'est ça, et que les femmes avaient des besoins, et donc parfois il y avait des histoires d'amour, et donc moi j'ai voulu ne pas traiter le côté purement négatif des choses, mais lorsqu'une jeune fille se retrouvait enceinte, hélas, dans certains milieux, que ce soit des milieux favorisés comme d'autres, bien, on avait besoin de recours à une pratique abortive, qui, et en l'occurrence, tout était centralisé donc, en la personne de Marie-Louise Lampérière, voilà. Qui est une personnalité très complexe. Voilà, oui, très complexe, puisque elle ne faisait pas que, on va dire, rendre service. Non, hein. non, puisqu'elle en tirait profit. Voilà. C'est ce qui lui a été reproché d'ailleurs par la suite aussi. Et puis elle agissait avec des prostituées. Hein, oui. Donc. Et l'histoire que je raconte avec une prostituée est aussi une histoire vraie que m'a raconté une ancienne prostituée que j'ai rencontrée dans le sud. Dans le sud de la France, de la France, donc qui n'était pas du tout à Cherbourg ou dans la Manche, mais qui m'a expliqué un certain nombre de choses. Une dame très très bien, voilà, qui a un restaurant maintenant, et c'est devenu une amie. Ah, super, super. Tu disais les circonstances financières, les circonstances de l'occupation, etc. Mais justement, je crois qu'il y avait aussi des causes, on va dire, juridiques, c'est-à-dire que l'avortement, en particulier sous l'occupation, enfin sous le régime de Vichy, était bien sûr, c'était, on connaît tous, travail, famille, patrie, et il fallait montrer l'exemple. Or, il n'y a pas eu qu'une faiseuse d'ange, il y avait des faiseurs d'anges également, il y avait des hommes, il y avait des médecins aussi, des sages-femmes qui pratiquaient, et tout ça illégalement, et dans la plus grande misère totale, puisque parfois ça se soldait par une mort. Marie-Louise Lampérière a commis l'irréparable aussi, puisqu'une jeune femme en est morte. Ouais. Donc, et c'était terrible. Et beaucoup de femmes ont eu recours à ces services ou à d'autres,
ou sont allées plus tard à l'étranger, celles qui avaient de l'argent. Donc, effectivement, c'est pour un rappel des lois qui sont intervenues tardivement. Oui, parce que on va dire que la politique du régime de Vichy, c'était plutôt nataliste. Complètement, oui, il fallait faire des enfants. Il fallait faire des je enfants. dis d'ailleurs... c'était la fête des mères. Oui, le livre est référencé aussi, je donne des petites citations. Il fallait faire des enfants qui se faisaient tuer à la guerre, quoi, en fait. Oui, voilà, aussi, oui, tout à fait. Très bien, Brigitte. Alors, on a parlé d'André, de Claudette, de Josie. Il y en a beaucoup. Et je crois que ton livre Dame et damnation raconte aussi l'envie de liberté des femmes dans une société bien fermée quand même. À cette époque, en 1943, essentiellement. Oui. Voilà. Oui. Et à toute époque, peut-être actuelle dans d'autres pays, parce que dans le livre... je fais référence aussi à un historique. Tout à fait. Au tout début du livre. Qui relate, en avant-propos, la vision du monde, aussi bien au niveau politique, dans certains États, dans le passé, en ce qui concerne l'avortement. Et il se trouve que on peut apprendre un certain nombre de choses parce que l'avortement, on en a parlé de tout temps dans l'Antiquité. Ça a été quelque chose dont les hommes se chargeaient, mais il y avait cette notion de légaliser d'une certaine manière, dans certains États et dans certains contextes, ce problème. Mm-hmm. Donc, c'est pas récent. Non, effectivement, ça, je l'ai bien compris en lisant ton historique. Mais c'est vrai qu'on en parle évidemment beaucoup, puisque la France a mis l'avortement dans sa constitution tout récemment, en fin de compte. Oui, tout à fait. C'est l'heure de lire un extrait du livre de Brigitte. Alors, pour présenter un petit peu l'extrait, je dirais qu'on revient un petit peu au début avec cette première femme qu'on rencontre dans ton livre, qui est André, et qui est donc enceinte de 4 mois d'un garçon de ferme, Raoul. Voilà. Oui, qu'elle a rencontré, qui travaillait chez ses parents et bien sûr, donc elle s'est fait, comment dirais-je, elle a été un petit peu abusée par ce jeune homme qui la laisse tomber et donc la famille tient à faire respecter l'honneur de la famille, donc il va lui arriver un certain nombre de choses. Sa mère devina très vite la situation. « Je veux garder le bébé, c'est mon enfant. » Mais personne dans la maisonnée n'écouta ses désirs. Comment l'innocente qu'elle était encore pourrait-elle subvenir aux besoins d'un bébé ? Il n'en était pas question, la famille était si démunie. Elle ne pouvait se permettre de nourrir une bouffe de plus. Et que dirait le voisinage ? Fille perdue, mais qui voudra de toi avec un petit ? Non, c'est impossible. Après quelques jours d'un silence mortel dans l'humble demeure, Berthe murmura entre ses dents avoir trouvé la solution. Avec 2 de ses amies, Jeanne et Marie, elle ferait le nécessaire. La jeune André, après de nombreuses discussions, accepta, bon gré, mal gré, les conditions imposées par les circonstances. Si on te demande et si on insiste, conseillèrent les 2 vieilles amies de Berthe, tu as accouché avant terme d'un enfant mort-né. C'est tout ce que tu as à dire, point final. Le père, Ferdinand, fut tenu à l'écart. C'était une affaire de femme. Et Berthe voulait éviter que l'affaire fût révélée au grand jour. Il fallait rester discret. L'honneur serait sauf, et la petite pourrait peut-être épouser 2 ans plus tard le fils Lagarde, qui devait hériter des grandes terres. Il n'était pas bien finaud, il ne saurait rien, ses parents non plus. Mais c'était sans compter sur la considération du voisinage.
Une lettre anonyme, adressée au maire de Neuilly-la-Forêt, révéla que la petite Andrée était enceinte. Qui l'avait rédigée ? Peut-être la mère Rosette ? Or, le 15 novembre 1927, au cours même de l'enquête qui fut menée, Andrée accoucha, avant terme, d'un enfant mort-né. Au bout de ce silence insupportable qui criait dans sa tête et dans son ventre désormais vide, la jeune fille finit par craquer. Harcelée de questions, Andrée, assistée de sa mère, accusa le docteur Boutroy, maire d'Isigny et conseiller général, de l'avoir avortée. Avortée ? C'était le mot honteux, interdit par la société tout entière. Elle ne voulait pas, on l'avait obligée. Le médecin, incriminé, nia formellement les faits, mais il ne put empêcher la poursuite de l'enquête. Quelque temps plus tard, Ferdinand lisait dans le journal de Bayeux cet article. « Dans notre pays, pourtant riche et prospère, les gens trouvent trop facilement à leur portée les moyens criminels de se soustraire aux soucis et aux charges de la maternité. Ce médecin des pauvres, connu pour prodiguer aux nécessiteux des soins gratuits, a été convoqué une seconde fois à Caen. Réfutant les accusations d'avortement, il s'est suicidé avec son revolver d'ordonnance. La jeune Andrée, plus seule et perdue que jamais, entendit le verdict du procès. 6 mois avec sursis, sa mère, 10 mois de prison et les 2 autres femmes complices, 200 francs d'amende et 6 et 8 mois avec sursis. Dans ce malheureux fait divers, la bienséance ajoutait « Voici comment les femmes sont punies par où elles ont péché. » Voilà, oui. Ça ne rigolait pas avec la situation, avec l'avortement à cette époque-là. Et ça donne le ton un peu du livre, même si, étant donné que je suis quelqu'un de très optimiste, j'y ai mêlé beaucoup d'humour, peut-être un peu sarcastique parfois, et donc une fin autre quand même. Oui, on laissera les lecteurs découvrir un peu tout ça. Voilà. Alors je voulais parler aussi dans ton livre, j'ai découvert ça avec intérêt, il y a un cahier photographique. Avec des photos et des illustrations. Alors, tu as eu une version avec les images, effectivement, mais dans la version officielle, non, il n'y a pas d'images. D'accord, alors je reviens sur ce que j'ai dit, je n'ai pas vu. Parce que c'est vrai que c'était une possibilité. Ouais. Ah, okay. Oui. D'accord. Mais toutes ces images, je les ai effectivement avec les lieux, parce que j'aime, quand je construis aussi une intrigue, un livre, je vais voir les lieux, je me renseigne, je veux parcourir. Alors parfois, plus rien n'existe. Mais les rues existent bien. Quand je parle de Cherbourg, tout est vrai. Donc les endroits, même les numéros des maisons. Maintenant, tout a évolué, ça a été modifié. Mais je fais un parcours comme ça. Je mène une enquête. En fait, ça, c'est mon côté Lagronde, roman policier. Voilà. C'est ton côté policière c'est ta carrière policière que tu mènes à travers la littérature. Oui, il y a cet aspect-là. C'est vrai qu'il faut être une petite fourmi, il faut chercher, dénicher les choses, aller creuser les archives. Et c'est tout un travail de recherche très intéressant d'ailleurs. Parce que parfois on s'égare. On va beaucoup plus loin que ce que le livre demande. J'imagine que tu dois... toutes ces recherches doivent ouvrir des pistes. Et il faut savoir ne pas les suivre peut-être aussi pour c'est difficile, se recentrer. Quelquefois, oui. Parce que moi, j'écris beaucoup plus que ce que le livre donne. Parce qu'il y a tout un travail d'épure après. Mais quand je parle aussi de la comtesse de Plainval... qui à Cherbourg était une figure très importante de collaboration.
c'était quelqu'un de terrible qui a existé. Et quelquefois, je me dis, ça aurait été bien aussi d'écrire quelque chose sur elle. Mais je ne suis pas une historienne, donc Ça j'aime fera bien peut-être l'objet d'un livre futur. Peut-être, mais j'ai d'autres visées pour le moment, et je suis sur 2 autres romans qui n'ont rien à voir. Là, en ce moment, tu écris En ce moment, oui. 2 autres romans. Alors, l'un, c'est un roman qui, je ne sais pas si je peux en parler, qui concerne une personne qui existe, mais là encore, je greffe plusieurs personnalités sur cette personne. D'accord. Très bien. Non, justement, je voulais te demander si tu avais des projets actuellement, donc... de romans, illustrations de livres jeunesse, bien sûr, et puis des books aussi pour la peinture. D'accord. Tout ce qui se concerne l'art. Et je travaille énormément des tableaux. Donc, je continue aussi au niveau artistique. Bien. On revient rapidement sur ton livre, puisqu'il reste quelques minutes. Tu parlais de Cherbourg, là où vit Marie-Louise Giraud, Lampérière, femme Giraud, et donc de cette famille dont fait partie Léopoldine, je crois, non, la comtesse de Plainval, etc. Je me trompe peut-être là. Non, alors ça, ce sont des figures secondaires du livre, qui ont gravité donc, dans les années 1943, qui ont eu une importance énorme. Ouais. Voilà, au niveau de la collaboration avec l'Allemagne. Voilà, d'accord. Et écoute, pour finir, j'aurais voulu que tu nous parles un petit peu. Alors là, je suis un petit peu perdu. Savoir comment on peut obtenir ton livre. Est-ce que tu as un site internet? Oui, alors j'ai un site internet, donc il paraîtra le 1er février, et donc il va être dans certaines librairies, on pourra le commander en librairie, il sera sur toutes les plateformes, et j'ai un site qui s'appelle Art comme Vivien, et où on trouve aussi bien mes tableaux que mes livres. J'essaie de l'actualiser régulièrement, ce qui n'est pas toujours évident, mais bon, j'essaie. Et est-ce que tu as des dédicaces en vue prévues? Oui, j'en ai quelques-unes. On peut te rencontrer pour l'année prochaine. En général, pour cette année, oui, donc pour cette année, oui, et puis 2026 aussi. Il y a des choses qui sont prévues. Déjà. Oui, c'est vrai. Donc, je vais très loin. Et prochainement, les salons, alors peut-être Bloody-Flory, donc j'attends encore des réponses, et des dédicaces personnelles aussi en librairie. Alors pour finir, je voudrais quand même lire ce que j'ai lu dans ton livre, je crois au début justement dans ce récapitulatif historique un peu que tu fais de l'avortement. Donc 3e cause de mortalité maternelle à travers le monde. Et 22 pays interdisent strictement le recours à l'avortement. Certains États des États-Unis aussi, on le sait. Et puis donc cette citation d'Amnesty International, ce n'est pas parce que l'on empêche des personnes d'avorter qu'elles n'ont plus besoin de cette intervention. C'est la raison pour laquelle les tentatives d'interdiction ou de restriction des avortements ne font pas baisser leur nombre. Elles ne font que contraindre des personnes à avorter dans des conditions dangereuses. C'est exact, hélas, et oui. Brigitte, ce fut un plaisir de t'accueillir sur le plateau de l'Obsédé textuel. Je conseille vivement à tous nos auditeurs et auditrices de s'emparer de ton livre « Dame et damnation » aux éditions Encre Rouge, qui sort donc le 1er février de cette année 2025. Vous retrouverez sur le site de l'émission l'Obsédé textuel le lien vers ton site, Brigitte. Art comme Vivien. Voilà. Et un autre lien d'ailleurs vers le site de ton éditeur, Encre Rouge. L'Encre Rouge. Voilà.
Il est temps pour nous de rendre l'antenne, chères auditrices, chers auditeurs. Nous vous souhaitons de nouveau une bonne année 2025. Et je te remercie de m'avoir invité. Ce fut un plaisir et nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour le 4e numéro de l'Obsédé textuel. Nous recevrons à cette occasion Arnaud Roquier pour son roman « Que le diable lui pardonne ». Comme quoi, entre la damnation et le diable lui pardonne, nous restons dans la thématique. Merci à toutes et à tous. Merci à toi, Brigitte. Merci. Et surtout, lisez heureux.